Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode Call, aujourd'hui numéro 109. Et pour ce numéro, je vous propose un nouveau gros morceau de tout ce qui est développement en série de Fourier. Il s'agit là du théorème de Fégère. L'énoncé est le suivant. Nous avons f, fonction continue de pi périodique de R vers R, et on rappelle l'écriture du développement en série de Fourier partiel de notre fonction f, pour tout n entier naturel non nul, et on aimerait montrer que la suite des développements en série de Fourier partiels converge uniformément en moyenne de Césaraux vers f sur tout R. Donc c'est ça le théorème de Fégère, c'est une amélioration d'une convergence que nous connaissons déjà concernant la suite des Sn de f, que je vais rappeler ici. Il s'agit là de l'Exode Call numéro 105, où nous avions attaqué le théorème de Dirichlet, qui énonçait que la suite de fonctions Sn de f converge simplement vers f, ou vers une petite déviante de notre fonction f si on ne travaille pas avec une fonction qui est continue de pi périodique, mais plutôt avec une fonction continue par morceau. Je tiens à rappeler d'ailleurs que ici je me mets dans un cadre assez sympathique où on travaille avec des fonctions continues de pi périodique de R vers R. On pourrait généraliser à des fonctions qui sont à valeur complexe, ce genre de choses, et même des fonctions continues par morceau. Mais tout ça est fait pour que je reste vraiment dans le cadre de tout ce que l'on doit savoir en deuxième année de classe préparatoire, et donc faire en sorte que cet exercice soit atteignable pour n'importe quel étudiant en deuxième année de classe préparatoire, à condition de suivre la suite d'exercices que j'ai amené petit à petit pour en arriver à ce résultat. Bon, je tiens à souligner aussi que aucune chose que nous avons fait autour du théorème de Dirichlet va être vraiment utile pour démontrer le théorème de Fégère. Toutefois, on va avoir besoin des résultats du dernier petit Exode Call. Donc c'était le petit Exode Call numéro 98 sur le noyau de Fégère. Car ça, oui, ça va être assez important pour établir le résultat que l'on souhaite. Je me permets également d'ajouter une dernière référence qui me semble assez importante, c'est le petit Exode Call numéro 7, un vieux petit Exode Call, et il s'agissait en fait du lemme de sommation de Césaraux. Alors, il n'y a pas d'accent à E, il y a un accent à A. C'était un lemme, c'est le lemme concernant en fait les suites, donc c'est-à-dire que si vous avez une suite de réels qui convergent vers une limite L, alors vous pouvez montrer que la moyenne de Césaraux, donc la moyenne des termes calculés sur les premiers termes, sur les n premiers termes, si vous faites la suite de ces choses-là, vous allez converger également vers la même limite. Je me permets de faire cette petite parenthèse parce que y a de la technicité qui apparaît dans le lemme de Césaraux qui va ressortir un tout petit peu pour démontrer le théorème de Fégère. Et c'est pour ça que je me permets de vous donner cette référence pour vous montrer, en tout cas pour vous inciter à aller voir une méthode de résolution assez particulière qui, normalement, devrait faire un peu raccord avec la résolution que je vais vous proposer pour ce théorème de Fégère. Ce théorème de Fégère aura une assez bonne utilité pour démontrer le théorème de Parseval dans le cadre Fourier, sachant que nous avons déjà établi le théorème de Parseval précédemment dans un petit Exode Call. Je ne me souviens pas du numéro, je le mettrai en description si ça vous intéresse d'aller voir. Le théorème de Parseval énoncé dans le cadre des espaces hilbertiens, donc dans un cadre assez général, mais nous reverrons donc ce théorème dans le cadre tout ce qui est développement en série de Fourier, c'est ça que je veux dire, et pour le démontrer, on va avoir besoin du théorème de Fégère. Bien, je pense que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter, c'est juste que c'est vraiment un gros pendant de tout ce qui est développement en série de Fourier, donc je ne pouvais pas parler de développement en série de Fourier sans évoquer ce gros théorème, qui est donc un théorème qui a pour but de améliorer la convergence que nous avions déjà dans le théorème de Dirichlet. Ici nous avions une convergence simple, maintenant nous allons obtenir une convergence uniforme. Bon, comme d'habitude, je vous invite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre l'exercice par vous-même avant que je ne vous dise quoi que ce soit d'autre. Bien, c'est pas un exercice très difficile en soi. En tout cas, la preuve de ce théorème, ou la résolution de cet exercice n'est pas très difficile en soi. Il faut simplement songer à une méthodologie qui ressemble pas mal au lemme de Césaraux. C'est pour ça que je vous avais invité à regarder un petit peu le lemme de Césaraux avant d'attaquer cet exercice. Donc il faut penser à une petite méthodologie de convergence passant par le lemme de Césaraux et utiliser des résultats concernant le noyau de Fégère.
Bien, alors je réintroduis la notation justement que nous avons vue en petit exoscale 98, le sigma n de f, qui était défini comme 1 sur n, somme des sk de f pour k allant donc de 0 pardon, à n-1. C'est la moyenne de Césaro des sk de f. Et donc notre but, rappelons-le, c'est d'avoir la convergence uniforme, donc c'est-à-dire la norme de sigma n de f moins f infini qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc ce qui serait bien, c'est de réussir à montrer que ce truc-là est aussi petit que l'on souhaite. Dès que n tend vers l'infini, bien sûr. Bon, alors on va utiliser un petit truc qui se voit pas tout de suite. J'hésite encore dans quel sens je vais vous présenter les choses, mais je vais peut-être le présenter de cette manière-là. Je vais d'abord me lancer vers le lien avec le calcul d'intégrale, juste pour un tout petit peu sentir ce qui va se produire. Et avec ces calculs d'intégrale, on va voir qu'il y a un petit problème qu'on va réussir à régler grâce à un autre joli théorème. Je vais plutôt le faire comme ça vous permettra de comprendre comment on peut avoir l'intuition du résultat que nous allons utiliser. Donc, je veux déterminer la norme infinie de ce truc-là, donc la bonne chose c'est de regarder comment se comporte la valeur absolue de la différence. Donc je vais considérer un x pour l'instant appartenant au réel, et nous avons alors valeur absolue de sigma n de f de x moins f de x, qui va donc être égal pour l'instant à valeur absolue de l'intégrale, et là j'utilise donc le résultat du petit exoscale numéro 98, pour pouvoir l'écrire en fonction de du noyau de Fégère. Donc on va pouvoir écrire moins pi à pi, donc faisons pas de bêtises, f de x moins u moins f de x, le tout fois fn de u du. Et hop, j'en mets aussi une valeur absolue ici. Bon, ok. Alors, un problème qui se pose, c'est notamment ce qui se passe autour de 0. Car je vous rappelle que fn de u n'est pas très cool quand on est proche de 0. Parce que quand on est proche de 0, ça va nous faire du n sur pi. Enfin, n sur 2pi, pardon. Et donc quand n tend vers l'infini, ça casse un tout petit peu ce qu'on souhaite obtenir. Mais c'est pas grave. En fait, si on regarde un petit peu plus près la différence qui est ici, quand on regarde cette différence, on se dit, oui, mais si u tend vers 0, on peut peut-être faire en sorte que ce truc-là soit aussi petit qu'on veut. Et ainsi, réussir à s'absoudre du problème qui se passe ici autour de 0. Et c'est là d'où va venir l'idée d'utiliser le théorème de Hein. Car le théorème de Hein nous permet d'affirmer qu'une fonction qui continue sur un segment, ici le segment moins pi, elle est aussi uniformément continue. Et on va pouvoir utiliser une jolie constante qui va nous permettre de majorer cette différence par un truc donné par rapport à un certain epsilon. Et ça, ça va beaucoup nous aider pour la suite. Et donc, hop, c'est ce que nous allons faire maintenant. Alors, je vais effacer ce que je viens d'écrire. J'espère vous avoir bien expliqué, ou en tout cas vous avoir bien fait comprendre l'intuition qu'il fallait avoir ici. Et donc, on va utiliser le théorème de Hein. Théorème qu'on voit en première année de classe préparatoire, je me permets de le souligner. Donc le théorème de Hein dit que si j'ai une fonction qui est continue sur un segment, ici moins pi, elle est alors uniformément continue. Donc f est uniformément continue. Ce qui va me permettre d'affirmer la chose suivante. Donc pour tout epsilon positif, il va exister un alpha strictement positif tel que pour n'importe quel x, alors faisons pas de bêtises pour l'instant, pour n'importe quel xy appartenant au pas réel, moins pi, tel que x moins y en valeur absolue est plus petit que alpha, alors on va avoir que la valeur absolue de f de x moins f de y est inférieure. Et ici, je vais normaliser tout de suite. Bien sûr, au début, on pourrait juste écrire epsilon. Et puis au bout d'un moment, se rendre compte que si on normalise de la bonne manière, on peut conclure à la fin d'avoir un truc
inférieur à epsilon vraiment. Donc là ici je vais mettre epsilon sur 2 parce que je sais qu'à la fin on va avoir besoin d'un autre plus epsilon sur 2 pour conclure. D'accord, hein, je ressouligne le fait d'avoir une uniforme continuité permet d'échanger le rôle du alpha et du pour tout x, y. Hein, d'accord, on a vraiment une constante qui joue vraiment une espèce de rôle particulier sur la différence entre x et y. C'est vraiment un contrôle de pente, hein, si vous voulez, sur la fonction f que nous avons. Et bon, je me permets aussi de souligner que l'uniforme continuité, ça sera aussi l'objet d'un prochain exercice que nous attaquerons sur la chaîne. Prochain, signifiant pas trop long après celui-ci. Donc on aura l'occasion de retoucher un petit peu l'uniforme continuité, mais je me permets juste de souligner vraiment qu'essentiellement l'uniforme continuité nous permet d'échanger un peu le rôle de ces deux choses-là. Bien, alors maintenant que j'ai ça, grâce à ce alpha qui est strictement positif, je vais pouvoir revenir à mon calcul d'intégrale, et ce que je vais faire, pas trop bêtement, c'est que je vais découper mon calcul d'intégrale en deux parts. Donc, ainsi, pour tout x, pour l'instant entre moins pi et pi, sachant que si on a la réponse sur ce qui se passe entre moins pi et pi, on a la réponse sur tout r, je me permets aussi de le signaler. Donc ça c'est bon. Alors je vais pouvoir écrire la chose suivante. Valeur absolue de sigma n de f x moins f de x. C'est donc égal, et je réécris ce que j'avais écrit tantôt, donc l'intégrale donc de moins pi à pi de f de x moins u moins f de, que je fasse pas de bêtises, moins f de x fois f n de u et u. Donc encore une fois ça c'est le petit exode-col qui nous permet de le remettre, numéro 98 qui nous permet de faire ça. Et donc ce que je vais faire c'est que je vais découper suivant la valeur absolue de u pour faire en sorte que la différence entre x moins u et u soit plus petite que alpha. Alors je peux mettre plus petit ou égal d'ailleurs, je suis en train de me le dire, donc je vais peut-être faire comme ça. Mais bon, ça change rien, enfin ça change presque rien au calcul. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser Chal et dire qu'en fait, on est en train de faire le calcul suivant. Intégrale, donc pour valeur absolue de u inférieure ou égale à alpha, de f de x moins u moins f de x, fn de u, du. Attends, je ne vais pas mettre la valeur absolue tout de suite, plus intégrale, et cette fois-ci, valeur absolue de u compris entre alpha et pi, de f de x moins u moins f de x fois fn de u du. Voilà, je ferme la valeur absolue ici. Donc là, j'ai découpé mon intégrale pour faire en sorte que la partie embêtante, ce qui se passe en 0 avec le n sur 2pi, qui est embêtant pour fn de u, soit, on va dire, atténuée par le fait d'avoir ce f de x moins u avec ce f de x qui vont être aussi petits que je veux. Et ça va avoir vraiment une grosse importance dans la suite de la résolution. Bien évidemment, je vais faire une inégalité triangulaire, hein, on le sent venir. Donc je vais faire ceci. Alpha, f de x moins u, moins f de x, fn de u, du, je ferme la valeur absolue, clac, plus, revaleur absolue, on associe pi f de x moins u, moins f de x, fois fn de u, du, clac. Ok, alors maintenant on va regarder ce qui se passe pour chacun des bouts, séparément, et vous allez voir qu'en effet c'était une très bonne idée d'avoir découpé notre intégrale en deux et de s'être sauvé de ce qui se passait ici autour de 0. Donc permettez-moi de donner des noms. Cette première partie-là, je vais l'appeler I1. Cette deuxième partie-là, je vais l'appeler I2. C'est pas pour autant que c'est moche et c'est pas pour autant que c'est un âne ce truc-là. Je me permets de faire la blague en passant, ça fait pas de mal, ça permet de souffler aussi en même temps. Bon, alors maintenant attaquons ce truc. Alors ce truc-là, bah, je pense que normalement vous devriez le sentir venir, hein, donc je vais faire la chose suivante. Alors, I1, parce que là j'ai pris la valeur absolue, qu'on soit bien d'accord, est inférieur ou égal à, et là je fais inégalité triangulaire sur l'intégrale, donc je vais avoir valeur absolue de f de x moins u moins f de x. Le fn de u, bah, c'est positif. Il suffit de
de se souvenir de la formule, hein, la formule explicite même si u n'est pas un multiple de 2pi, c'est 1 sur 2pi n sinus carré de n sur u, enfin de nu sur 2, divisé par sinus de u sur 2 au carré. C'est assez clair que ce truc-là, il est positif. D'accord? Donc pas de problème, hein, par rapport à la valeur absolue, je peux le sortir. Ok? Et ce truc-là, bah, je sais que la différence de ce qu'il y a à l'intérieur de la fonction f, c'est plus petit qu'alpha. Bon, bah très bien, on est content. Alors, ça nous fait plus petit ou égal à epsilon sur 2 que je vais pouvoir sortir. Intégrale, valeur absolue de u, plus petit que alpha, de fn de u. Et là, il y a un joli petit truc calculatoire qu'il faut vérifier, mais c'est pas très difficile à vérifier. On peut vérifier que l'intégrale de moins pi à pi de fn de u du, c'est égal à 1. Tout simplement parce que il en était de même pour l'intégrale de Dirichlet. Alors à la rigueur, c'est le seul truc important qu'on peut tirer du théorème de Dirichlet, donc c'était l'exode-colle numéro 105. Par rapport à ce calcul d'intégrale, c'est vraiment le seul truc important qu'on pourrait retirer, car maintenant, si vous revoyez le calcul de cette intégrale-là, vous pouvez en déduire le résultat de cette intégrale-là juste en utilisant le fait que c'est une question de moyenne. Donc là, vous êtes 1 sur n fois ces trucs-là. Si vous savez déjà que les dn de u valent tous 1, alors bah, on en déduit directement que fn de u vaut 1. Donc voilà, très bien, on est content. Alors on conclut, puisque là on est plus petit que alpha, mais alpha est plus petit que pi, hein, je pense que c'est assez clair, et si on voulait, on pouvait, si alpha était trop grand, on pouvait le rendre plus petit que pi si on veut, ça ne dérange absolument pas, et donc bah, je le fais, et ce que je vais obtenir alors, c'est que c'est inférieur ou égal en effet à epsilon sur 2, on est content. Bien, donc je viens de m'occuper de la première intégrale, I1, maintenant je vais m'occuper de la deuxième intégrale. J'essaie de pas trop effacer pour qu'on puisse voir. Bon, normalement, j'ai plus trop besoin du théorème de Hein en tant que tel. Le théorème de Hein, il était utile vraiment pour cette partie-là et pour, comme vous pouvez le constater, se débarrasser de ce qui se passait autour de 0 pour fn de u. Et en fait, on arrive à s'en sortir grâce au théorème de Hein, donc, finalement. Donc, notre deuxième partie. Alors la deuxième partie, ça va marcher presque de la même manière. Je vais faire une inégalité triangulaire dans un premier temps, qui me permet d'écrire que cette partie I2 est donc égale, inférieure ou égale à intégrale, encore une fois, de alpha inférieur ou égal à celui de U inférieur ou égal à pi. Et là ici on a f de x moins u moins f de x en valeur absolue, encore une fois. Tac. Fn de u. Du, encore une fois, fn de u est positive, donc j'ai pas de problème avec ça. Très bien. Ce truc-là, je vais le majorer cette fois-ci en grande pompe et dire que ça, c'est majoré par 2 fois la norme de f infini. Donc bah, je peux écrire ceci, donc 2 fois norme de f infini fois intégrale alpha inférieur ou égal à u, valeur absolue de u inférieur ou égal à pi. Et donc on a notre fn de u qui correspond donc à... je vais écrire son expression. Là, je peux écrire son expression parce qu'on est sûr qu'on n'est pas un multiple de 2pi cette fois. Vu que là, on est plus grand que 0, strict, et on est plus petit que pi. Donc ça veut dire que soit on est dans la partie positive où il n'y a pas de multiple de 2pi, soit on est dans la partie négative où il n'y a pas de multiple de 2pi. Donc là, je peux me permettre d'écrire l'expression explicite, vraiment sur tout l'intégrale, enfin sur toute l'intégrale là. Donc je vais avoir ça, sinus carré de nu sur 2 sur sinus carré de u sur 2. Et puis ce que je vais continuer à faire, c'est majorer. Alors je vais majorer très fortement celui-ci, mais par contre celui-là, je vais le faire intelligemment, parce que la fonction qui a u associe sinus u sur 2, bah cette fonction-là, je peux dire des choses entre 0 et pi. En fait, cette fonction-là, je sais qu'elle va être que je dise pas de bêtises, elle va être croissante. Ce qui fait que quand on va faire l'inverse, on va avoir un truc décroissant, et donc on peut majorer par la plus petite valeur qu'on peut prendre dans cette intégrale. Et donc la plus petite valeur, ça va être le alpha. Alors j'efface, pour pouvoir continuer mon affaire. Tac. Donc, ce que je veux dire ici, c'est que ce truc-là, je peux dire que c'est inférieur ou égal alors à 1 sur 2pi n sinus carré de alpha sur 2.
En disant, donc cette inégalité-là, juste pour l'expliquer rapidement, ça vient du fait que le sinus carré de nu sur 2, je peux le majorer par 1, pas de problème. Ok. Et puis l'autre partie, j'utilise le fait que la fonction qui a u associe sinus de u sur 2 est une fonction qui est croissante sur 0 pi. Et donc maintenant que je sais qu'elle est croissante, son inverse est donc décroissante. Puis mettre au carré, ça ne change pas grand chose, puisque bon, on avait affaire à une fonction décroissante qui reste positive, donc voilà, on reste décroissant, et il n'y a pas de... Voilà, on reste positif, donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et après, voilà, c'est tout ce qui se passe. Donc croissant, mis au carré, ça reste croissant, et puis, je précise positif peut-être, comme ça, au moins on est ok. Donc croissant, je mets au carré, ça reste croissant, je fais l'inverse, ça devient décroissant. Et donc, la plus grande valeur que je peux atteindre de cette inverse est obtenue en prenant alpha, enfin la valeur de u aussi petite que je veux, et ici c'est alpha. Voilà. Sachant qu'on a mis des valeurs absolues, c'est vrai que je suis en train de me dire ça quand même, sachant qu'on a mis des valeurs absolues, normalement, on s'en fout en fait, je suis en train de me dire des bêtises. La valeur absolue, c'est pas forcément gênant, je croyais qu'il y avait un moins qui sortait, mais peu importe, il y a du carré, donc ça n'a pas d'importance. Bref, donc maintenant on en est arrivé là, et du coup on devrait commencer à être très content là, parce qu'on a du 1 sur n qui traîne. Et sur 1 sur n, on peut s'amuser à faire tendre n vers plus infini, librement. Puisque de toute façon c'est notre but, hein, on veut faire tendre n vers l'infini. Tant mieux. Ok. Ainsi, notre partie I2 va nous donner un truc qu'on va pouvoir écrire, donc norme de... Alors c'est inférieur ou égal à norme de f infini. Bon, après cette intégrale là, elle est au pire de longueur 2pi, donc rien ne m'empêche de dire que ça c'est 2pi. C'est majoré par 2pi. La partie constante je la sors complètement, parce que là ça ne dépend même plus de u, hein, donc ça sort complètement. Donc là je vais avoir 2pi divisé par 2pi qui se simplifie, donc je peux laisser le 2 peut-être ici. Et je vais avoir 1 divisé par n sinus carré de alpha sur 2. Et donc ce truc là, quand n tend vers plus infini, ça tend vers 0. Et donc je peux utiliser le fait alors qu'il existe un n, puisqu'on a posé le epsilon au tout départ quand même, donc il existe un grand n, entier naturel, tel que pour tout, entier naturel non nul peut-être, tel que pour tout petit n plus grand que grand n, on va pouvoir s'assurer que la partie I2 soit plus petite que epsilon sur 2. Et voilà, j'ai réussi à montrer que I1 est plus petit que epsilon sur 2, j'ai montré que I2 était plus petit que epsilon sur 2, et ben voilà, on peut maintenant conclure. Donc, la valeur absolue de sigma n f de x moins f de x est inférieure ou égale à epsilon sur 2 plus epsilon sur 2, qui est donc égal à epsilon, pour tout n plus grand que grand n, et pour tout x entre moins pi et pi. Et donc on est content, on a réussi à montrer que ce truc-là est aussi petit qu'on veut quand n tend vers plus infini. Donc ça permet de conclure. On conclut le résultat souhaité, qui est encore au tableau. Le suivant. Et donc, ceci conclut la preuve du théorème de Fégin. Alors, vous pouvez voir des choses assez parallèles à la preuve du lemme de Césaro, car dans la preuve du lemme de Césaro, nous avons fait un découpage qui ressemble beaucoup au découpage qu'on vient de faire. Dans le lemme de Césaro, il a fallu découper en une partie qu'on allait faire tendre vers 0 grâce à n, et une autre partie qui était liée au reste de la série, d'une certaine manière. Donc il y a un truc assez similaire qui se produit ici, sauf que bon, bien sûr, c'est pas tout à fait dû au fait qu'on a affaire à une moyenne de Césaro, c'est pas vraiment ça qui marche, mais ce qui marche beaucoup plus, c'est le fait de penser au théorème de Hein d'un côté, et de l'autre côté, de penser finalement à regarder la fonction f dans le blanc des yeux, si je puis dire, et de se rendre compte qu'en fait on peut vraiment majorer par une constante, mais aussi surtout par un truc qui va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Je pense que c'est ça vraiment le point important, c'est vraiment d'avoir fait ce découpage qui permet vraiment de résoudre complètement l'exercice.
Bien, donc on verra ce théorème de Fégère en action pour démontrer le théorème de Parseval dans le cadre des développements en série de Fourier, ce qui nous permettra aussi de montrer une certaine densité de l'ensemble des fonctions polynomiales trigonométriques, donc c'est des fonctions qui s'écrivent en fonction de cosinus nx et sinus nx par rapport aux fonctions générales. On a montré sa densité en fait d'une certaine manière via cette norme infinie. On a montré la densité par rapport à la convergence simple, et on va bientôt, ça va être une question de quelques semaines peut-être, on va bientôt démontrer cette densité dans le sens L2, donc c'est-à-dire pour la norme 2, c'est-à-dire pour le produit scalaire que je vous avais introduit au tout début de la série d'exercices sur les développements en série de Fourier. Bien, et puis il y aura d'autres exercices qui vont suivre, il y aura des exercices d'application, notamment un calcul de développement en série de Fourier. On n'en a pas fait jusqu'alors, je pense que ça serait bien d'en faire un, et de vous montrer comment on peut calculer la somme des 1 sur n carré grâce à ça. Parce que bon, il y en a certains qui ont pu voir un parallèle avec la preuve du théorème de Dirichlet, mais c'est pas innocent comme parallèle à faire, parce que en effet, la plupart des preuves qu'on propose en classe préparatoire en première année ou en deuxième année, peu importe, c'est souvent des calculs d'intégrale qui sont très liés en fait finalement à du calcul de développement en série de Fourier. Donc c'est vraiment des trucs très très proches l'un de l'autre pour calculer ces séries de 1 sur n carré, de 1 sur n4, etc. C'est des calculs liés à des développements en série de Fourier. Donc on verra un exemple avec quelques applications de calcul de série. On verra ensuite une petite étude d'équations différentielles en utilisant ces développements en série de Fourier. Je pense que ça peut être très cool. Et puis également un exercice un petit peu plus compliqué qui utilise du développement en série de Fourier de manière un peu cachée. Donc ça aussi, j'aimerais bien vous en parler. Je pense que c'est assez cool. Bon voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Même là, je suis en train d'en dire un peu trop. Donc bon, c'est pas grave. Au moins, vous savez ce qui va s'en suivre pour cette suite d'exercices concernant les développements en série de Fourier. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par le contenu de la chaîne de manière plus générale. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cet exercice. Ça fait encore une fois toujours plaisir de discuter mathématiques avec un peu tout le monde. Ici, ça sera pour me soutenir. Ici, ça sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la clochette. De nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!